Cette semaine, au Lab Secret, le plus vieil ordinateur au monde. Et il n'était pas sur Windows, parce que ça fonctionnait. Et moi, je te parle de l'arroseur arrosé. Ah, ben coudonc. Bienvenue au Lab Secret. Bon, vous le voyez dans nos visages, c'est un bonheur de nous retrouver. Puis il est arrivé tellement d'affaires depuis quelques semaines en plus. On s'est fait voler notre page Facebook. Tu as 12 millions de contrats qui sont rentrés. C'est vraiment un printemps où on avait plein de bonnes idées, plein de belles envies. Mais la vie en a voulu autrement. Et notre page Facebook a été... on vend beaucoup de chop-suey, là. Écoute, c'est épouvantable. C'est le festival de l'image dans l'intelligence artificielle. Mais c'est assez étonnant parce que tu te fais voler ta page Facebook, hein, Ouais. et tu supposes que les gens qui l'ont volé, qui l'ont piraté, vont l'utiliser pour faire un commerce ou un commerce un peu illégal. Non. Pas du tout, là. C'est des gens qui postent des photos de leur famille. Puis j'ai écrit 6 fois Facebook. On est encore ça fait 3 semaines qu'on est en examen pour voir si notre page existe vraiment. C'est parce que c'est écrit paranormal avec nos faces en dessous. Puis tu as des gens, des Sud-Coréens qui mangent du riz. Je vois pas le rapport, mais bon. Éventuellement, on va retrouver notre page. Entre-temps, ça ne nous empêchera pas de créer. Non, exact. Alors, à l'émission d'aujourd'hui, je dois t'avouer que j'étais un peu nerveux parce que je pensais que tu ne connaissais pas le sujet. OK. Et là, sachant que tu connais le sujet, j'ai peur de dire les mauvaises affaires. Je vais t'impliquer à remplir mes trous. Je ne verrai rien. Je parle de l'objet denticitaire, c'est ça? Voilà. Qui serait l'un des premiers ordinateurs, finalement, qu'on a trouvé il y a plusieurs centaines d'années. Ça daterait d'il y a même avant Jésus. Donc, on s'en parle dans quelques instants. Et toi, tu nous reviens, là, décroche, là. Tu parles encore d'OVNI, là. Effectivement, c'est un véritable marathon, une saga, un téléroman, un feuilleton. C'est parce qu'on en fait aux 3 mois, puis c'est dans l'actualité, Voilà. c'est pas des vieilles nouvelles, là. Et c'est vrai parce qu'on a tendance à oublier que l'investigation, lorsqu'une nouvelle extraordinaire est publiée, on pense par exemple aux déclarations l'été dernier de David Grush, Ouais. qui avait fait l'objet d'ailleurs de notre précédent Lab Secret, on en avait abondamment parlé. Cette histoire-là s'est retrouvée à peu près à la une de tous les journaux, s'est retrouvée également dans les médias électroniques, hein, radio, télévision, on a beaucoup parlé de ça. Le problème dans ce genre de nouvelles, c'est que l'investigation et la contre-enquête, elles demandent du temps, des semaines, voire des mois. Et lorsque cette information-là arrive, bien, pour les grands médias, ce n'est plus de l'actualité. Ouais. Et pourtant, c'est très intéressant, mais malheureusement, très peu de médias ont parlé de la contre-enquête qui a été menée sur les déclarations de David Grush. C'est moins spectaculaire de dire que finalement, il n'y a peut-être pas d'OVNI. Voilà. Puis, mais ouais. donc, je voulais absolument en parler. Et en même temps, on découvre à travers différents rapports que ce David Grush s'est bien payé notre tête quand même. Alors, de t'en entendre parler. Mais moi, je te ramène il y a... mon Dieu, je vais te ramener en 1901 pour commencer. 1901, il y a des chercheurs et des curieux qui sont à l'île... Moi, j'ai Antikythera en tête. C'est bon. OK, je vais dire Antikythera pour l'instant. Et un samedi après-midi... C'est des plongeurs d'éponge. Des plongeurs d'éponge? Moi, il y a eu, à cause d'une tempête, les plongeurs d'éponge ont été rapprochés de la côte. Ah! Et c'est comme ça, en plongeant auprès de la côte, qu'ils ont trouvé l'épave. Détail, bien justement, on trouve une épave, on décide de plonger. Qu'est-ce que ça prenait en 1901 pour plonger? J'imagine des amis, un long tuyau et... Mais eux faisaient surtout de l'apnée. Hein? On sait que les plongeurs d'éponge... Comment tu peux descendre aussi bas? C'est pas si profond que ça. Hein? L'épave n'est pas si profonde que ça. C'est quelques dizaines de mètres seulement de profondeur. Ouais. Pour moi, c'est beaucoup. Le bain chez moi est très profond. Je garde même pas mon souffle dans mon bain. Imagine à 50 pieds pour aller chercher une épave. Et dans l'épave... Mais tu as raison. Éventuellement, lorsque l'épave va être découverte, les plongeurs qui vont s'y rendre avec des scaphandres et un système là, de respiration, là, des scaphandres rigides, on s'entend. Sûrement des... C'est pas des costumes d'hommes grenouilles. Là, non, c'est ça. Mais c'est des scaphandres. C'est quoi? C'est des intestins de chèvre et 2 amis qui soufflent dedans l'autre bout, je sais pas. C'est comme dans le trésor de la Came Rouge, les Dupont et Dupont. Peu importe comment ils ont fait, ils se sont ramassés au fond de la mer. Oui. Et là, ils ont trouvé quand même des trésors. Ils ont trouvé des vases, des statues, de l'or, du bronze et également une espèce de boîte qui avait l'air d'une boîte à chaussures à l'époque. Oui.
S'il y avait un trou dedans, c'était peut-être pour regarder l'éclipse, je ne sais pas. On a remonté ça au-dessus et on a trouvé à l'intérieur quelque chose qu'on ne savait pas c'était quoi. Pendant des mois et des années, ça a pris 2 ans, je pense, avant qu'on soit capable de trouver exactement ce que c'était. Et donc, on pourrait dire qu'ils ont été les premiers à comprendre qu'il s'agissait d'un calculateur astronomique. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'un des premiers ordinateurs à avoir vu le jour? Absolument. Et c'est en plusieurs morceaux, plusieurs fragments qu'on l'a trouvé. On n'a pas l'âge exact de l'objet, parce que, bon... Comme l'objet, c'est beaucoup corrodé, là, mais les scientifiques estiment son âge entre le zéro, là, donc le début de l'ère actuelle, l'ère commune, et 200 ans avant l'ère commune. Donc, on a à peu près cette période-là. Et l'objet était très corrodé. Puis c'est amusant parce que lorsqu'il est remonté à la surface, on ne voit à peu près pas l'intérieur de l'objet. C'est une boîte, on voit le contour en bois, mais on ne voit pratiquement rien à l'intérieur. C'est tellement corrodé, c'est tellement rempli de boue qu'il va falloir éventuellement des rayons X qui vont révéler le contenu. Et le contenu, il est surprenant. Oui, c'était surprenant. On a découvert des fragments de la machine. Donc, c'était un dispositif extrêmement complexe. Une vingtaine de roues dentées, des axes, des tambours, des aiguilles mobiles, 3 cadrans qui sont gravés d'inscriptions et de signes astronomiques. Et en 2006, au rayon X, on a trouvé 2000 nouveaux caractères, y compris sur les disques à l'intérieur de la machine. C'était à la fois un mode d'emploi de l'appareil et un traité d'astronomie. En fait, ce qui est intéressant, l'objet est composé de 3 cadrans. Sur une face, il a 2 cadrans. Sur la troisième, il y a un 3e cadran. Et si on déplace le cadran sur une face, de l'autre côté, parce qu'il y a des systèmes de roues et d'engrenages qui permettent de déplacer. Donc, on entre une date d'un côté et de l'autre côté, on voit les mouvements. On comprend qu'à l'époque, c'était les corps célestes connus, le Soleil, la Lune, Jupiter, Vénus et Mars, là, à peu près. Et en même temps, sur une des aiguilles, il y avait une petite lune et on la voyait tourner. Donc, elle marquait les phases de la Lune. Cet objet était si spectaculaire, on en parlait juste avant de débuter l'enregistrement, l'objet est si spectaculaire que lorsqu'il a été découvert et qu'on s'est aperçu qu'à l'intérieur, il y avait des engrenages, des systèmes différentiels, il faut savoir que des systèmes différentiels, on en a vu apparaître en Europe, en fait à Dubrovnik, aux alentours du 14e siècle. Avant ça, il n'y en avait pas. Et lorsqu'on a découvert qu'il y en avait dans cet objet denticitaire, certains ont émis l'hypothèse que l'objet était en fait un anachronisme, un faux, mais un faux involontaire. Donc, un navire, quelque part, là, aux alentours du 13e, 14e siècle, aurait traversé la mer Égée et à un moment donné, une horloge, un cadran quelconque, serait passé par-dessus bord et le hasard aurait fait qu'il se serait retrouvé sur l'épave. Donc, lorsque les plongeurs d'éponge retrouvent l'épave en 1901, l'objet ne va être remonté qu'en 1903. Et lorsqu'on découvre les mécanismes et l'engrenage, on se dit que c'est peut-être une horloge du 12e, 13e, 14e siècle qui est tombée sur l'objet denticitaire. Mais, comme tu l'as mentionné, des récentes prises de vue grâce à des rayons X ont permis d'établir qu'il y avait des symboles de l'écriture de l'ancien grec qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui ne fait aucun doute que l'objet date bel et bien de cette époque. On pouvait même, semble-t-il, prédire les éclipses de façon hyper précise. Alors, nous qui avons vécu une éclipse dernièrement, moi qui ai vu passer ça en ligne, des gens qui disaient c'est sûrement l'ordre mondial qui est capable de vous dire quand est-ce qu'il y aura une éclipse. Qui peut savoir quand est-ce qu'il y aura une éclipse? Si on le faisait il y a 2000 ans, j'imagine qu'on peut encore le faire aujourd'hui. Oui, il n'y a pas un grand mystère sur ça. D'ailleurs, tu n'as pas déjà vu l'objet en tant que tel? Oui, j'en ai une copie chez moi d'ailleurs. Moi, j'ai vu l'objet au musée d'Athènes. Devant une vitrine. Et à la maison, j'ai une réplique de l'objet tel qu'il est à Athènes. Donc, cet objet dans sa boîte et ses engrenages, mais entièrement corrodés, remplis de boue. OK, une vraie copie là, de l'original. Telle qu'on le voit au musée. Et j'ai une copie telle qu'il devait être il y a 2000 ans. Donc, une belle boîte en bois avec les cadrans, tout ça dans un parfait style. On a reproduit l'objet. C'est vraiment un très bel objet, c'est vraiment magnifique. Et c'est l'objet qui a alimenté, et ça, le dernier Indiana Jones. Exact. Ben, ça, je sais pas. C'est toi qui me l'as appris tantôt. De la destinée, voilà. Qui, dans le film d'Indiana Jones, permet à l'aventurier de voyager à travers le temps. Mais bon, arrêtons-nous ici, là. Déjà qu'on pouvait prédire les éclipses, c'était déjà de bonnes choses. On peut déjà prédire que le film serait mauvais aussi, mais ça, c'est notre affaire. C'est amusant aussi, je voulais te dire qu'à propos de l'objet denticitaire, ce qui est fascinant, c'est que déjà, avant la découverte de l'objet denticitaire, on avait quelques chroniques antiques, des chroniques grecques notamment, qui parlaient de fabrication. On sait que les Grecs et les Romains avaient développé des automates.
On a l'impression que c'est assez récent, là, les automates, mais non. Les Grecs et les Romains, mais c'était des automates, on s'entend, là, qui étaient relativement modestes. Donc, on avait une statue, par exemple, si elle se remplissait d'eau, à un moment donné, elle déversait un pichet et vice-versa. Donc, tu vois, c'était quand même une statue, il y avait quand même un mécanisme à l'intérieur. On était dans un vase communicant, voilà, dans les poulies, puis là, OK. Voilà, mais ça demeurait des automates. Et à quelques reprises, dans certaines chroniques grecques, et romaines aussi, on faisait référence à un mécanisme beaucoup plus complexe qu'on avait vu chez les Grecs. Hein? Ils avaient une machine qui permettait de prédire le mouvement des astres, mais avant la découverte de l'objet denticitaire, bien sûr, on n'arrivait pas à comprendre de quoi il s'agissait. Il a fallu découvrir l'objet denticitaire pour comprendre à quoi ces auteurs de l'Antiquité faisaient référence avec la découverte de l'objet denticitaire. C'est un objet tout à fait fascinant. Puis merci d'avoir complété l'information. Et là, je veux qu'on revienne sur notre sujet des ovnis. Parce que pour les gens qui sont là depuis quelque temps, on en a parlé. Écoute, je pense que les 10 premiers épisodes, on en parlait à peine. On parlait surtout de poltergeist et de fantômes. Oui. Là, c'est arrivé dans l'actualité. Et ça continue à notre grand plaisir. Donc, il y a une mise à jour sur ce qui s'est passé il y a quelques mois. Absolument. Donc, je me suis pris ici quelques notes pour ne pas dire de bêtises. C'est ma job, ça, d'habitude. Tu m'arraches les mots de la bouche. Pardon. Donc, effectivement, dans notre dernier Lab secret, on avait parlé de ces révélations de David Grush au Congrès. On est donc l'été dernier, l'été 2023. On dit souvent le Congrès. David Grush a témoigné devant le Congrès. Il faut s'entendre que le Congrès, c'est quelque chose comme 235 élus, alors que dans le cas présent, il y en avait 6. Puis rappelons-nous qu'à l'époque, on voulait un peu croire ce qu'il disait parce qu'on ne le connaissait pas. Voilà. Donc, on joue beaucoup sur la carte du bonhomme qui a une longue carrière militaire. C'est un individu crédible. Mais il faut quand même remettre en perspective. Quand on dit le Congrès, c'est 6 personnes. Donc, dans ce cas-là, on avait 5 républicains, 1 démocrate. C'est 6 personnes qui sont au Congrès, mais il faut quand même se rappeler que le Congrès, c'est quand même 435 élus. Donc, ces gens-là représentent moins de 2 %. En fait, c'est 1,2 % de représentation pour le Congrès. Là, donc, et si demain matin, par exemple, tu faisais une démarche pour le Congrès pour faire des auditions sur les nains de jardin, je suis convaincu que tu trouverais une poignée d'élus qui seraient prêts à croire que les nains de jardin existent. Donc, il faut faire attention. Le fait qu'on dépose devant le Congrès, c'est pas forcément quelque chose de très sérieux. Il faut se rappeler qu'il y a quelques années, le Congrès avait tenu également des auditions pour entendre Raël qui parlait du clonage de bébés. Là. Donc, ça s'était fait au Congrès. Ça en dit beaucoup. Donc, évidemment, durant cette histoire au Congrès, on a demandé, à Grush, il y avait 3 personnes qui étaient là pour témoigner. Il y avait David Grush, il y avait également 2 autres militaires qui avaient été impliqués dans des histoires d'OVNI, mais c'est surtout Grush qui a retenu l'attention. Et donc, il a fait ses déclarations, et ces déclarations on lui a posé la question, est-ce que vous avez déjà témoigné devant les gens de l'ARO? Puis là, je rappelle aux gens qu'est-ce que c'est que cette ARO. L'ARO, c'est le nom, c'est un acronyme anglais qui veut dire Bureau d'identification des anomalies dans tous les domaines. Donc, c'est un nom pas très sexy, mais c'est quand même le nom de l'organisme qui a été mis en place en 2022. C'est un organisme étatique qui est mandaté par le département de la Défense pour enquêter sur les ovnis. Donc, on a demandé à Grush, est-ce que vous avez témoigné devant les membres de l'ARO? Ce que vous aviez à dire, est-ce que vous l'avez dit devant les membres de l'ARO? Et David Grush a dit pas vraiment, parce que ces gens-là n'ont pas les habiletés nécessaires pour accueillir mes déclarations qui sont de trop top niveau. Ah ben oui. Bon, voilà. Alors, c'est... Ce rapport-là, donc on a directement accusé. Il y avait un mépris d'ailleurs quand on écoutait David Grush. On voyait que lorsqu'on abordait la question de l'ARO, il y avait une espèce de mépris de sa part. Et puis on a dit, on va finalement mener une enquête là-dessus pour voir ce qui a été dit ou pas dit. Donc, on a décidé de mener une enquête là-dessus et c'est un peu, donc en février dernier, février 2024, le ARO, le Bureau d'identification des anomalies en tous les domaines, a publié un rapport et ce rapport, c'est une réponse directe. D'ailleurs, c'est un rapport à caractère historique. Le titre du document, c'est un rapport sur les archives historiques du gouvernement américain sur la question des objets volants non identifiés. On a un projet, d'ailleurs, il a le tome 1. Ça sous-entend que d'ici l'automne, il y aura un tome 2 qui sera publié. Et il faut comprendre pourquoi cet intérêt-là aussi pour la question des ovnis. On en a souvent parlé, je ne veux pas remonter à Mathusalem, mais il faut savoir
savoir qu'à partir de 2017, la question des ovnis jusqu'en 2017, là, depuis la fin du projet Blue Book, on est à la fin des années 60, il n'y avait plus beaucoup d'intérêt. C'était un peu relayé avec la fée Carabosse puis les licornes. On était rendu à ce niveau-là. Et puis 2017, la publication d'un article dans le New York Times ouvre la voie à un nouvel intérêt pour la question des ovnis. On se dit, ah ben voilà, le gouvernement américain, même s'il prétend ne plus s'intéresser aux ovnis depuis la fin des années 60, il a quand même mené des petites investigations modestes. On s'entend, c'est des investigations modestes, mais c'est des investigations quand même. Donc, il y a un intérêt. Et soudainement, on voit des témoignages qui se multiplient, des témoignages notamment de pilotes. On pense à David Fravor, qui disait, j'étais sur un chasseur au début des années 2000, c'était 2004, durant une opération au large de San Diego. Et puis, on nous a dépêchés, moi et ma collègue, on était sur des avions, des F-18, je crois, puis on nous dépêche à un endroit où on avait détecté des ovnis. Et à ce moment-là, il dit, j'ai vu un objet qui ressemblait à une tic-tac, la pastille tic-tac. Je me rappelle. Et puis donc, il raconte ça avec des mouvements incroyables, extraordinaires. Et la publication de ce rapport-là, en fait, de ce témoignage-là, met un peu le feu aux poudres. Les Américains qui n'ont pas été... la nouvelle génération d'Américains qui n'étaient pas là durant le projet Blue Book des années 60, se disent, voilà, que fait le gouvernement? Là, on a quand même des témoignages crédibles, on veut savoir ce qui se passe. Et c'est là que cet intérêt nouveau naît. Et c'est dans la foulée de cet intérêt nouveau que va être placé ou déclaré, créé en 2022, l'ARO. Après quelques tentatives modestes, pendant à peu près une année, on relancé la balle entre le département de la Navy et le département de la Défense, et le département de la Défense, la US Navy et l'US Air Force, qui allaient contrôler, mobiliser, colliger l'information. Et éventuellement, le Pentagone a décidé, après quelques essais un peu boiteux, on a décidé en 2022 de créer l'ARO avec tout le pouvoir nécessaire. Donc, c'est un peu l'historique des ovnis. Et à ce moment-là, en juillet 2023, certains visiblement insatisfaits du travail, parce que quand même, à ce moment-là, l'ARO avait fait 2 déclarations devant le Congrès. Et ces déclarations, malheureusement, n'allaient pas dans le sens des amateurs d'ovnis, parce que les 2 déclarations qui ont été faites au Congrès, à ce moment-là, le directeur était Sean Kirkpatrick. Et moi, j'avoue, quand on a nommé Sean Kirkpatrick à la tête du ARO, moi, j'étais content parce que c'est un homme qui a une longue carrière militaire. Il a fait partie de la 6e force aux États-Unis, la force spatiale qui a été créée sous l'administration de Donald Trump. Et c'est un type qui est un spécialiste des missiles balistiques, une formation très adéquate pour avoir ce rôle-là. Donc, Sean Kirkpatrick est nommé et à 2 reprises, il va faire des déclarations au Congrès. Et ces déclarations sont, oui, il y a des observations d'ovnis pour lesquelles on n'a pas d'explication, mais rien ne permet de supporter des visites extraterrestres. Et qui plus est, les quelques cas pour lesquels on n'a pas d'explication, ce sont des cas qui sont mal documentés. OK. Quand je dis mal documenté, quand, comment, pourquoi? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quelqu'un, même si on est un militaire de carrière, si on s'en va voir l'ARO, on dit, je me rappelle avoir vu un ovni quand? L'été dernier. Où ça? Quelque part au Moyen-Orient. À quelle heure? C'était en début de soirée. Bon, on comprend qu'on a peu d'informations pour arriver à une conclusion objective. Ouais. Donc, c'est ce que déclarait Sean Kirkpatrick. Et en fait, il est le porte-parole de tout l'ARO à ce moment-là. Il dit, voilà, on a des cas mal documentés, mais qui ne nous permettent pas de conclure à des visites extraterrestres. Évidemment, ça ne fait pas l'affaire de ce lobby de la soucoupe volante aux États-Unis qui est excessivement puissant, très omniprésent dans les médias. Et ces gens-là, c'est une demi-douzaine de personnes. Ne nous trompons pas, là. Ouais. C'est une demi-douzaine de personnes qui vendent du putaclic puis qui vendent des documentaires à Netflix. C'est ça qu'ils font. OK, je sais exactement de qui tu parles à ce moment-là. Donc, donc ces gens-là ont tout intérêt à... on parle des ovnis et c'est sérieux. Puis pourquoi maintenir cet intérêt du « c'est sérieux », on comprend que c'est plus facile de vendre un documentaire à Netflix en disant « voilà, c'est les ovnis, c'est sérieux, le Congrès s'y intéresse, le département de la Défense s'y intéresse. » Si tu vas voir Netflix, tu dis « c'est sérieux, il y a 2 gars avec des tucs en papier d'aluminium à Quatico qui s'intéressent à ça », tu ne vendras pas de documentaire. Il y a des rumeurs d'évasion extraterrestre pour 2024. Arrêtez! Chaque fois qu'ils donnent une date, ça n'arrive pas, puis ils ont toujours une raison par ce sera bientôt, là. Oui, voilà, toujours un rappel dans mes notes. Donc, arrive l'été. Bon, évidemment, il y a des gens qui racontent des choses. Et, visiblement, certains élus au Congrès, 6 sur 435... c'est certain, ça. C'est certain. Eux sont
sont pas satisfaits du travail de l'ARO. Ils ont l'impression que les choses ne vont pas assez vite et ils sont peut-être un peu trop sensibles aux déclarations fantaisistes qui sont entretenues dans les médias. Tu as juste besoin de croire, comme bien des gens. Besoin de croire. Et donc, ils vont organiser ces rencontres et durant ces rencontres, bien, comme je l'ai mentionné, il y a 3 invités. Il y a Ryan Graves qui, lui, on est à 2014-2015 à peu près. Il va être sur le pont d'un navire lorsqu'il y a des activités de type OVNI, donc on détecte des OVNI. Il ne voit pas lui-même les objets, mais il est présent dans cette espèce de brouhaha qui règne sur place lorsqu'il y a la détection de ces OVNI. Et il y a David Fravor, ce fameux pilote dont j'ai parlé, qui en 2004, au large de San Diego, avait assisté au passage de cet OVNI de type Tic-Tac. Et il y a David Grush. Donc là, on est juillet 2023, on se replace dans le contexte. 2023, au Congrès, 6 personnes, 5 républicains, 1 démocrate, qui sont là, qui sont prêts à accueillir les témoignages. Graves et David Fravor racontent leur histoire. Ce sont des histoires qui sont déjà connues. Elles ont abondamment été évoquées dans la presse depuis 2017. Le nouveau venu, finalement, qui va être la vedette de ces révélations, c'est David Grush. Ce David Grush-là, qui semble sorti de nulle part, on nous le présente comme un homme qui a une longue carrière militaire, très impressionnante, c'est vrai, qu'il a également ce qu'on appelle des accréditations, hein, top secret, secret super, top secret, ultra, des endroits que toi et moi, on n'est pas allés. Voilà, bon. Okay. Et ce David Grush a donné, à ce moment-là, au moment où il se présente au Congrès, il a quand même donné une entrevue sur un réseau marginal, sur les OVNI, là, un réseau câblé, où il a raconté que durant sa carrière militaire, il avait rencontré des gens qui lui avaient affirmé qu'on avait récupéré des ovnis, qu'on avait récupéré des cadavres d'extraterrestres, qu'il y avait des compagnies qui faisaient de la rétro-ingénierie, donc prendre des objets, les déconstruire pour voir comment ils fonctionnent et de s'inspirer pour essayer d'appliquer cette technologie sur des objets de technologie domestique. Okay. Donc, son histoire commençait déjà à circuler. Depuis quelques semaines, on commençait à parler. Il était devenu un peu la nouvelle coqueluche du milieu des ovnis. Donc, il se présente au Congrès. C'est lui, bien sûr, qui va retenir l'attention, là. Parce qu'il arrive au Congrès, il est devant ces 6 personnes. Il va faire 3 affirmations qui sont majeures. La première affirmation, c'est de dire... Je sais que le gouvernement américain possède des engins, il ne parle pas d'extraterrestres, il dit des engins non humains. Donc, on l'interprète comme on veut, d'origine non humaine. Et à l'intérieur de ces engins d'origine non humaine, il y avait également des créatures non humaines. Donc, le gouvernement américain est en possession de ces objets. Il se risque à avancer entre une demi-douzaine et une dizaine. Le premier de ces objets aurait été récupéré dans les années 30 en Italie. Et ensuite, les autres histoires, évidemment, certaines d'entre elles sont bien connues, Roswell et compagnie. Donc, il parle de cela. Sa deuxième affirmation énorme, c'est de dire que, et là, on entre dans l'univers du crime. Ces objets-là font l'objet d'un programme soutenu de rétro-ingénierie, donc déconstruire ces objets pour voir comment on peut appliquer la technologie. Mais il va même plus loin en disant des grandes compagnies, il y a le département de la Défense, mais il y a d'autres compagnies, des compagnies privées, il ne les nomme pas, mais pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'il parle de Lockheed Martin, hein, qui est le premier, le premier constructeur d'avionique auprès du gouvernement américain. Hein. C'est lui, le SR-71 Blackbird, les drones Sentinelle et autres. Là. Tout ce qui était caché que les gens voyaient pendant des années, que maintenant on sait c'est quoi, c'est eux qui les ont construits. C'est Lockheed Martin, c'est ce qu'on appelle le Skunk Group. Hein. C'est un groupe spécialisé dans le développement d'une technologie de pointe pour le département de la Défense. Donc David Grush ne nomme pas de nom, il faut quand même le dire, mais il dit le gouvernement, le département de la Défense, sous-entendre, travaille à des programmes de rétro-ingénierie et il y a une ou des compagnies privées, Lockheed Martin, qui travaille à ces programmes-là. Et là où on parle de crime, c'est qu'il dit qu'il y a des sommes d'argent qui sont destinées à des programmes spéciaux qui sont détournés pour ces programmes de rétro-ingénierie. Donc là, on joue, on donne une enveloppe d'une main et on la récupère de l'autre. Donc là, on est vraiment là Qu'il dit. Ouais. Donc bien sûr, là, c'est de la fraude. Et la troisième affirmation qu'il fait, c'est une affirmation, moi, qui j'avoue, m'a comme renversé. Il dit... des gens qui étaient au courant de ces programmes ont été menacés. Certains d'entre eux ont été intimidés et certains, on a même été jusqu'au meurtre pour cacher l'information là-dessus. Quand ça commence par des gens, des gens. D'habitude, c'est assez flou comme fin de phrase. Mais ce qui m'étonne beaucoup,
quand il fait cette affirmation, moi, j'avoue, j'ai été renversé parce que j'essayais de m'imaginer une situation semblable où un type vient déposer, par exemple, à l'Assemblée nationale à Québec. Ouais. Et là, il dit au premier ministre, il dit, ben voilà, le gouvernement du Québec a tué des gens. Parce que ces gens-là, il faut quand même se le rappeler, au moment où on se parle, bien sûr, ce sont les démocrates qui sont à la Maison-Blanche. Ouais. Mais David Grush ne parle pas d'une période essentiellement de démocrates. Hein, il dit, on a depuis les années 30 des ovnis. Donc, depuis les années 30, le gouvernement a changé démocrate, républicain, démocrate, républicain. Donc, combien de ces crimes ont pu être commis sous l'administration de Ronald Reagan, par exemple, qui était républicain? Donc, et là, on a des gens, des élus, on comprend, c'est ce républicain, une démocrate. On peut comprendre que les républicains auraient pu être très contents, dire, ah, voilà, c'est des criminels. Mais comme on est vraiment dans une longue période de temps, ça l'inclut que peut-être des présidents républicains, on le sait, sont tous bons, les présidents républicains sont tous bons, que des présidents républicains auraient pu être impliqués dans des crimes. Et là, à mon grand étonnement, ce que l'on voit, c'est qu'on a nos 6 gorlots, excuse-moi de l'expression, qui sont là, sont au Congrès, et quand David Grush sort ça, ils se lèvent et applaudissent. On a eu d'ailleurs, on a eu un grand momentum lorsque Mme Luna, qui représente la Floride, la républicaine Anna Luna de la Floride, elle nous a sorti Roswell dans le milieu de la conversation. Écoute, là, c'était... Moi, quand j'entendais ça, j'ai suivi ça en direct à la télé. Écoute, je cherchais ma tuque en papier d'aluminium. Faut que je la mette, c'est le moment. Mais ces gens-là, donc, ont applaudi. Essaie de t'imaginer la même chose qui aurait lieu, par exemple, au Salon Bleu à Québec. Dès que le type aurait dit, il y a des gens du gouvernement dont je connais les noms qui ont assassiné des gens, la première chose qu'on aurait dit, on a dit bravo, merci de nous l'avoir confié, mais toi, tu sors pas d'ici. Ah ouais, on veut savoir c'est qui, quand. Il y a des gens de la Sûreté du Québec qui vont t'attendre dehors, puis il y a aussi le procureur général qui est là, puis il va prendre ta déclaration. Absolument. Tu peux pas arriver sur la place publique pour annoncer que des gens ont été tués par le gouvernement. Que tu es au courant, puis tu veux pas en parler. Tu veux pas en parler parce que les gens qui t'écoutes n'ont pas c'est mon secret. Puis ils n'ont pas l'accréditation. Puis là, les gens se lèvent, puis applaudissent. Puis ils vont même... Il y a même des représentants. Puis là, on se dit, mais d'où tient-il cette information? Parce qu'il faut quand même être précisé. On lui a posé la question, mais toi, David Grush, est-ce que tu les as vus, ces engins extraterrestres ou non-humains? Est-ce que tu as vu ces créatures non-humaines? Non, eux, ils n'ont pas vu. Non. Mais il connaît des gens en qui il a toute encore confiance. Des gens? Oui, il connaît encore des gens en qui il a toute confiance, qui ont confié ces histoires-là. Et juste derrière lui, je l'avais fait la remarque la dernière fois, juste derrière lui, il y a George Knapp et Jeremy Corbell, 2 gros morceaux de ce lobby de la soucoupe volante qui sont juste derrière lui. Les mêmes Jeremy Corbell et George Knapp qui ont fait la promotion de Robert Bob Lazar. C'est un bon résumé, ce gros morceau, j'aime ça. Et Robert Bob Lazar, quel était son discours? Le gouvernement a récupéré des soucoupes volantes, il fait de la rétro-ingénierie, etc. C'est le même discours que David Grush. Et quand on lui demande s'il a, à ce moment-là, discuté avec les gens de Larro pour ces questions-là, il répond encore une fois, non, je n'ai pas vraiment parlé à eux parce que on le sent là, dans le ton, il y a un mépris envers les gens de Larro. Et il dit surtout que ces gens-là n'ont pas l'accréditation nécessaire pour accueillir... Qui l'a, Christian? Qui l'a? Ben, écoute, je vais te dire que ça, là, c'est un petit peu du pipeau, hein? Parce que... Au moins, tu joues d'un instrument. Oui, c'est ça. Parce que, au moins, tu joues de quelque chose. Il faut savoir qu'on sait maintenant que depuis le mois de mars 2023, 4 mois avant les auditions au Congrès, je l'ai-tu bien dit? 4 mois avant les auditions du Congrès, Larro avait obtenu une lettre du département de la Défense, du directeur du Bureau des opérations spéciales du département de la Défense. C'était monsieur... Vois-tu, ça c'est précis comme information. Oui, monsieur Aba, David Aba. Donc, il avait envoyé une lettre aux gens de Larro. Et dans cette lettre, on peut lire noir sur blanc, vous avez carte blanche pour enquêter et interviewer quiconque, peu importe son niveau d'accréditation, quiconque aurait une information à vous révéler au sujet de votre enquête sur les... C'est une bonne nouvelle, ça? C'est extraordinaire. Donc, quand David Grush là, dit devant le Congrès, ces gens-là n'ont pas l'accréditation, je ne peux pas vous en parler, il est en train de nous jouer du pipeau, là. Il sait depuis des mois que ces gens-là ont l'accréditation nécessaire pour pouvoir accueillir son témoignage, ce qu'il ne fait pas. D'ailleurs, avant d'entrer sur le rapport lui-même de Larro, laisse-moi te dire qu'on a appris,
je vais quand même te donner deux, trois détails. Il y a un type aux États-Unis qui s'appelle John Greenwald. Okay. John Greenwald Jr., il dirige un site Internet qui s'appelle The Black Vault. Ce type-là, il est extraordinaire. Depuis une trentaine d'années maintenant, il multiplie demandes d'accès à l'information sur demandes d'accès à l'information. C'est incroyable la quantité de documents que Greenwald a obtenus. Il n'est pas pro-OVNI, pas OVNI. Lui, il est pro-vérité. Il est pro-vérité. Ouais. Y a-t-il des documents, puis on peut-tu y avoir accès? Puis sans ces documents-là ou sans cette information-là, on ne peut pas tirer de conclusion. C'est facile de toujours évoquer le mystère, mais à un moment donné, il faut avoir les yeux en face des trous. Et ce John Greenwald a réussi à obtenir du département de la Défense toute une série d'échanges, des emails entre les gens de l'ARO et David Grush, hein, notre super gars qui sait tout, mais qui ne dit rien. Et on découvre, en fait, quand David Grush dit au Congrès « Ah, non, je ne peux pas leur parler parce qu'ils n'ont pas l'accréditation nécessaire », il va même jusqu'avec un certain mépris, il mentionne Sean Kirkpatrick en disant « J'y ai parlé, mais il n'y a pas eu de suite à ça ». Alors que l'on sait maintenant, grâce à John Greenwald et de ses communications qu'il a obtenues, qu'à 9 reprises, les gens de l'ARO ont essayé de rencontrer, de communiquer avec David Grush. Il n'a jamais répondu. Il y a même un courriel où les gens de l'ARO se plaignent d'avoir attendu pendant 30 minutes dans un lobby d'hôtel. Il ne s'est pas présenté. Et son argument favori, hein, quand on le place devant les faits, c'est l'ARO n'ont pas l'accréditation nécessaire. Ils ne sont pas qualifiés pour accueillir mon témoignage. Écoute, ce type-là ment comme il respire. C'est triste parce que ça aurait été le fun d'avoir au moins le visage de quelqu'un qu'on prenait au sérieux au début. Voilà. Eh ben, bref, c'est ça. C'est un bel escroc. Alors... Fait que là, on est en 2024. On est en 2024. C'est fait. On a fait les études après nécessaires. Des mois, le département de la Défense, donc l'ARO, rend public son fameux dossier. Et son dossier, il est assez étoffé et il répond très distinctement aux affirmations de David Grush. Ses grandes affirmations sont les suivantes. D'abord, il dit, je les ai mis un peu en ordre, il dit « L'ARO n'a jamais trouvé la moindre preuve que des objets volants non identifiés traduisent une présence extraterrestre. » Okay. Donc, on ne nie pas qu'il y a des cas... C'est ça, on a vu des choses, mais on ne sait pas c'est quoi. Rien là-dedans ne permet de croire qu'on est en présence d'extraterrestres. Ensuite, il dit « Quelques cas demeurent toujours non identifiés, mais malheureusement, si on avait plus d'informations, on arriverait probablement à une résolution. » OK. Ce que tu disais tantôt, là, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas... Voilà. Okay. Il raconte également qu'on n'a aucune preuve d'un quelconque programme de rétro-ingénierie. C'est du blabla. C'est du blabla. Okay. Et bien sûr, ils n'ont trouvé aucune preuve d'une réglementation qui puisse exister au sein du département de la Défense qui interdit des gens qui ont été en contact avec des engins extraterrestres ou autres de ne pas en parler sous menace de mort ou quoi que ce soit. Okay. On n'a rien trouvé de ça. Donc, il n'y a pas de réglementation dans ce sens-là. Donc, tout ce que nous raconte Grush, c'est un peu du pipeau. Il y a un volume 2, comme je t'ai mentionné, qui est attendu d'ici l'automne. Ce qui est important aussi, c'est que l'ARO souligne que, parce qu'ils ont vu venir l'affaire, hein, ils se sont dit, ça, on publie ça. D'ailleurs, il faut que je te dise... Juste entre nous, ça ne sortira pas de l'Amérique. Sean Kirkpatrick a démissionné. Ah, c'est pour ça que tu parlais au passé tantôt? Oui, Sean Kirkpatrick. Oh. Déjà, là, à l'automne, il avait annoncé son départ. C'est triste. Il vient juste d'être nommé, il s'en va. Et déjà, moi, avant qu'il explique les raisons de son départ, je me doutais bien, pour avoir vécu quand même dans le milieu des ovnis pendant des décennies. Puis on avait eu quand même quelques indices à 2 ou 3 reprises quand Sean Kirkpatrick est allé témoigner devant le Congrès et aussi la NASA. Rappelle-toi que la NASA avait voulu appuyer le département de la Défense. Ils avaient fait une déclaration publique. Et dans ces cas-là, à chaque fois, ils avaient débuté leur présentation en disant « Nous n'accepterons pas les insultes, les calomnies, le mépris, etc. » Parce que dans le milieu des ovnis, il y en a, il y en a du zélé. On le sait, on reçoit des messages des fois, d'autres aussi. Là. On en reçoit des messages. Alors, je me doutais bien. Je dis, quand tu as une carrière comme celle de Sean Kirkpatrick, lui, probablement, il ne s'est jamais douté qu'en entrant dans l'ARO, dans quel panier de crabes il venait d'embarquer. Quand il a démissionné en décembre dernier, il a expliqué, quelques jours après, sur son site personnel, il a publié une longue lettre dans laquelle il explique pourquoi il a quitté l'ARO, et c'est exactement ça. Quand tu as une longue carrière militaire, du jour au lendemain, te retrouver continuellement insulté, attaqué par des gens,
ils n'ont pas peur des mots, là, des mangeux d'écureuils quelque part au fin fond du Wyoming, parce que tu dis pas qu'il y a des extraterrestres. Ce type-là, évidemment, il s'est dit non, j'ai autre chose à faire de ma carrière militaire. C'est pas, je finirai pas. Il aurait le droit à une retraite aussi. Voilà, je finirai pas ma carrière militaire là-dedans. J'ai autre chose à faire. Bon, donc Sean Kirkpatrick a démissionné. Ah, c'est triste, ça. Mais les nouveaux dirigeants de l'ARO, évidemment, avaient vu venir le coup. Hein. Ils se sont dit, ben voilà, on publie un rapport, on dit que finalement Grush a peut-être menti, c'est faux de prétendre qu'on ne l'a pas accueilli, qu'on n'a pas voulu recevoir son témoignage. Lorsqu'il parle de rétro-ingénierie, il n'y a rien de ça, donc on n'a absolument rien trouvé. Et ils avaient vu venir le coup en ce sens qu'ils se sont dit, là, évidemment, ils vont nous accuser, encore une fois, de jouer la carte, on cache de l'information, on fait partie d'un immense complot. Mais ils ont mentionné toute une série d'enquêtes qui ont été menées à la fois aux États-Unis, mais ailleurs dans le monde, des organismes étatiques qui sont arrivés exactement aux mêmes conclusions. Hein. Ils commencent en disant, vous savez, c'est pas l'ARO. Hein. Dans les années 40, de la fin des années 40 jusqu'aux années 60, le gouvernement américain a mené des enquêtes sur les ovnis. Hein. On pense par exemple que ça avait commencé par le projet Sign en 1947, de 1947 à 1949. Il y a eu une succession, ensuite le projet Grudge, 1949-1951. Petite pause, et puis retour, 1952 jusqu'à 1969, le projet Blue Book. Et il rapporte, hein, Blue Book avait mentionné qu'on avait enquêté sur 12 618 observations d'OVNI. De ce nombre, 701 étaient demeurées non identifiées. 701, il faut le savoir, ça représente à peu près 3 %. Et en statistique, 3 %, c'est le seuil la marge d'erreur. C'est la marge d'erreur. Ouais. C'est 3 %. Bon, on a 701 cas non identifiés, et dans ces cas-là, on n'a jamais trouvé la moindre preuve d'une visite extraterrestre. Alors là, évidemment, on va dire, oui, mais c'est les Américains. OK, les Américains. Mais encore une fois, l'ARO mentionne, on n'est pas les seuls. En 1952, par exemple, en Angleterre, le premier ministre Winston Churchill, qui entendait parler des histoires de soucoupes volantes, a écrit à son département, son ministère de l'air de l'époque, puis il dit, écoutons, avez-vous entendu parler de ça, les histoires de soucoupes volantes? Et le ministère de l'air, à l'époque, avait répondu à Churchill en disant... C'est vraiment le ministère de l'air? Oui, c'était le ministère de l'air à l'époque. C'est très drôle. Le ministère de l'air écrit à Churchill en disant, vous savez, monsieur, l'an dernier, 1951, on a enquêté sur ces histoires d'OVNI. Il n'y a rien là-dedans, c'est des erreurs d'interprétation, des phénomènes naturels, quelques cinglés, il n'y a strictement rien. Et dans sa lettre-réponse à Winston Churchill, le responsable dit vous savez que les Américains, 1947 à 1949, parce qu'il faut se remettre dans le contexte, il dit 1947 à 49 ou 48, ils ont enquêté également sur les ovnis, puis ils sont arrivés exactement aux mêmes conclusions que nous. Ouais. Donc, il n'y a absolument rien là-dedans, et il est absolument inutile de poursuivre une investigation dans ce domaine-là. Et ça, c'était la réponse du ministère de l'air envoyé à Churchill en 1952. Et ensuite de ça, à la fin des années 90, entre 1997 et 2000 de mémoire, il y a eu un autre projet. Hein, le temps passe, on dirait qu'on oublie, mais le gouvernement britannique a décidé de mettre en place un nouveau programme d'enquête sur les ovnis, qu'ils ont appelé le projet Condign. Ce projet Condign est arrivé exactement aux mêmes conclusions, un copier-coller en disant on a enquêté sur un nombre X d'observations d'ovnis. Il n'y a rien là-dedans. Des erreurs d'interprétation, des gens qui voient des choses qui n'existent pas, puis bon, voilà. Alors, l'armée, les experts, les États-Unis, les British, tout le monde est d'accord pour dire avec preuve à l'appui que ça n'existe pas. Oui. Mais il y a encore des gens qui ont besoin de croire. Oui, puis en même temps, tu sais, ce sont des gens, ce sont des organismes étatiques. C'est facile de toujours dire qu'il y a le complot, mais là, à un moment donné, le complot... Les pays ne sont pas amis non plus. Non, c'est ça. Et voilà, tu sais. Et ensuite de ça, il faut dire, c'est curieux qu'eux qui ont des moyens... Donc, ils ont le moyen de coordonner des efforts d'investigation auprès de l'armée, auprès des services de police ou de gendarmerie. Ces gens-là se trompent, mais l'ufologue, dans son fin fond de son champ, qui n'a aucun contact avec la police, aucun contact avec les forces militaires, avec la gendarmerie, lui arrive toujours aux conclusions que c'est des extraterrestres. Ouais. On a quand même un petit problème ici. Ensuite de ça, toujours dans ce même rapport, c'est fascinant de lire ça, le dernier rapport de l'ARO, et le rapport mentionne, il dit, en France, depuis
1977, ils ont un organisme étatique qui enquête sur les ovnis. Et cet organisme étatique, il s'appelle le GEPAN. Tu en as déjà parlé, GEPAN. Donc, il naît en 1977. Il s'appelle le GEPAN, à l'époque GEPAN, qui veut dire Groupe d'enquête sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est un organisme qui est lié au CNES, le Centre national des études spatiales, donc la NASA française. Oui, puis c'est du monde sérieux, là. Ce sont des vraies recherches. Oui, ce sont des ingénieurs, des spécialistes de l'air. Donc, ces gens-là mettent en place, à l'époque, en 1977, cet organisme pour enquêter sur les ovnis. Et cet organisme, au cours des ans, j'ai ici le nombre, ils ont enquêté sur, au moment où on se parle, sur 3037 cas étudiés. OK. 3037 cas étudiés. Il y en a seulement 3 qu'ils n'ont pas pu identifier. Encore la marge d'erreur. Encore la marge d'erreur. Et ce qui est intéressant, c'est que ce GEPAN, il a changé de nom en cours de route. Il s'est appelé d'abord le GEPAN. À un moment donné, il est devenu le CEPRA, Service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique. Quelle mémoire. Et ensuite de ça, il s'appelle le GEPAN, aujourd'hui GEIPAN, le I pour information. Un mandat qu'il n'avait pas à l'époque. Donc maintenant, c'est le groupe d'enquête et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux. C'est important. Et très important. Avec encore une fois cette fameuse marge d'erreur, 3 de cas. Et quant aux extraterrestres, bien mentionnés sur le site Web. Tous les rapports du GEPAN, ils sont accessibles sur le réseau Internet. Oui. Ils ont leur page. Et quand on va sous la rubrique extraterrestres, qu'est-ce qu'on peut lire? C'est, malheureusement, les extraterrestres, on n'en a pas trouvé. On ne nie pas la possibilité, mais jusqu'à maintenant, on n'a jamais rien trouvé qui permet d'aller dans le sens de ces extraterrestres. J'aime ce que tu me dis, parce que tu me dis que tous ces gens-là qui font des recherches mettent en ligne, au moins disponible, le fruit de leur recherche. Tu peux aller contre-vérifier ce que tu crois, ce que tu crois pas, tandis que ceux qui disent qu'ils ont vu n'ont jamais rien à partager. Jamais. C'est que des paroles, des oui-dire, des... Il semblerait que... Ouais. Ils ne sont pas les seuls. Le Canada, également, dans son rapport de Laro, mentionne également le Canada. On dit, oui, le Canada aussi a enquêté sur les ovnis. Le Canada a une situation un peu particulière. Il faut le dire, au début, en 1950, le département... le ministère des Transports vont céder, disons ça comme ça, vont céder à la demande d'un ingénieur qui s'appelle Wilbur Smith. Okay. Wilbur Smith, c'est un bon ingénieur, spécialiste des communications. On parle beaucoup de soucoupes volantes à cette époque. Disons que le terme n'est pas encore... C'est pas encore un handicap de parler de soucoupes volantes. On en parle beaucoup. Et Wilbur Smith réussit à convaincre ses supérieurs que si on étudiait les soucoupes volantes, on ne sait pas ce que c'est, là, mais si on étudiait les soucoupes volantes, dont on parle beaucoup dans la presse, peut-être qu'on pourrait développer, parce qu'il est persuadé, lui, que les soucoupes volantes utilisent de l'énergie magnétique pour se déplacer. Et il dit, si on enquête sur les ovnis, les soucoupes volantes, à l'époque, on pourrait peut-être obtenir de l'information sur les déplacements électromagnétiques et ça pourrait être une contribution à la science. Le ministère des Transports vont octroyer à Wilbur Smith des sommes d'argent sommes d'argent modestes, on s'entend. Oui, mais vas-y, prouve tes dires. Vas-y, ta carte blanche pour faire ça. Et éventuellement, le projet va s'appeler Projet Magnet, Projet Aimant. En 1952, Wilbur Smith remet un rapport. Entendons-nous, là, le projet Magnet n'est pas un projet officiel. C'est une initiative d'un ingénieur au ministère des Transports. Donc, il remet son rapport à ses supérieurs, puisque ses supérieurs, ils ont dit, écoute, on t'a donné 15$, on veut savoir si t'as arrivé aux 15$. Et Wilbur Smith fait son rapport en disant, oui, il n'y a aucun doute que les soucoupes volantes sont des engins extraterrestres. Et ça frappe, ça saisit. On va apprendre éventuellement que Wilbur Smith se croyait également en contact avec des extraterrestres qui y parlaient par des messages télépathiques. J'ai vraiment envie de quitter le studio présentement, juste avertir. Je sais. Je reçois un message, voilà. Et là, évidemment, quand on a vu ça, le gouvernement, le ministère de la Défense, en fait, le Bureau de la recherche pour la Défense, au Canada, s'est dit, une minute, là, une grosse affirmation, les soucoupes volantes sont des extraterrestres. Bon, regardons ça de plus près. Ils ont créé, et là, ça devient un premier programme officiel, d'ailleurs, à peu près le seul. Il va s'appeler le projet Second Story. Story dans le sens niveau, le projet de deuxième niveau. Ils avaient cédulé, on ne sait pas combien de réunions, mais ça s'est arrêté à 3. Il y a eu 3 réunions, les gens se sont réunis autour de la table. C'est ça, c'est parce qu'il y avait des gens. Oui, il y avait des gens. Ils se sont réunis autour de la table. 3 réunions avec des gens. Rien du tout. Merci, bonsoir, on se termine là. Le gouvernement canadien, il faut quand même le mentionner, le gouvernement canadien, avec l'intérêt actuel du gouvernement américain pour la question des ovnis, puis on se rappelle il y a 2 ans l'histoire du ballon chinois qui traversait le Canadien. Le gouvernement canadien, on dit,
aux gens de l'ARO et au département de défense aux États-Unis qu'ils allaient jeter un coup d'œil là-dessus sur des incursions d'aéronefs inconnus dans le ciel canadien. Ils ont ouvert un programme qui s'appelle le projet Sky Canada et on nous annonce pour l'automne 2024 une publication du gouvernement canadien sur ce fameux projet Sky Canada. Mais déjà, je vais dégonfler le ballon. Je ne veux pas faire un mauvais... pas chinois. Oui, pas chinois. Je ne veux pas faire un mauvais jeu de mots. Mais déjà, le gouvernement canadien nous a annoncé qu'on ne trouverait pas d'extraterrestres là-dedans. Oh. Donc, est-ce qu'on va en reparler quand même en septembre, tu penses? Je ne crois pas. Et finalement, le gouvernement, quand l'ARO ont publié leur rapport en février 2024, évidemment, les amateurs d'OVNI ont déchiré leurs chemises. Encore une fois, ils n'ont que des chemises déchirées dans leur garde-robe. Mais certains ont fait remarquer, ont dit c'est curieux, parce que dans le gouvernement américain, ils font partie d'une espèce d'association de protection militaire qu'on appelle, au niveau de l'information militaire, qu'on appelle le Five Eyes, les 5 yeux. Et qui sont les 5 yeux? En fait, c'est un regroupement qui inclut les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Donc déjà, l'ARO mentionnait, nous, on a enquêté sur les OVNI. Au moment où on se parle, on a enquêté sur les OVNI. On n'a rien trouvé. Pas de preuve d'extraterrestres, pas de preuve de rétro-ingénierie ou quoi que ce soit là-dedans. Et David Grosh est un menteur. Donc ça, c'est clair. On a établi les... Pas toi qui le dis, là. Non, les balises sont claires. Voilà. Et on nous dit, ben voilà, l'Angleterre a mené également une investigation, même à 2 reprises, dans les années 50 et plus récemment, fin des années 90, ils arrivent aux mêmes conclusions. Le gouvernement canadien, dans les années 50, a mené une recherche, conclusion, pas d'extraterrestres. La France mène une investigation sur le sujet depuis la fin des années 70, pas d'extraterrestres. Et là, certains ont dit, oui, mais dans le Five Eyes, il a mentionné le Canada, il a mentionné l'Angleterre. Bon, la Nouvelle-Zélande, on comprend que c'est un pays moins important, mais l'Australie, quelle est la position de l'Australie? Ouais, avec les points saillants. Au moins, eux autres, ils en ont peut-être des soucoupes volantes extraterrestres. Donc? La réponse n'a pas été longue à se faire entendre, parce qu'évidemment, au Congrès australien aussi, c'est des centaines de membres, et il y a là-dedans des gens qui croient au nain de jardin et à n'importe quoi. Donc, il y en a un moment donné qui s'est dit « Ouais, les mains séances, ouais, quelle est notre position par rapport aux ovnis? » La réponse a été assez cinglante. Le gouvernement australien a publié 10 pages, et dans ces 10 pages-là, écoute, le ton, il est excessivement incisif. Et la dernière phrase, c'est « Dude, ta gueule! » Oui, le ton est assez incisif. Ils disent, le rapport mentionne, il dit... Le département de la défense d'Australie n'a reçu aucune observation d'OVNI venant de pilotes depuis 1996. Ça fait quand même... Il n'y a même pas eu d'observation. Même pas signalé, là. Zéro. Wow. Depuis 1996, zéro. Il a dit, dans les quelques cas où il pourrait, ou des ovnis, entre guillemets, pourraient menacer la sécurité aérienne, il dit, nous, on renvoie ça à l'aviation civile parce que c'est sûr que c'est des drones ou autres trucs comme ça. Donc, pas d'extraterrestres. Et ils vont même... C'est assez... Quand je dis incisif, ils disent bien, on n'a pas trouvé d'extraterrestres. Les quelques cas sur lesquels on a enquêté, on n'a pas trouvé d'extraterrestres. Et ils rajoutent, et là, et ça, c'est assez étonnant parce que même si les autres gouvernements restent un petit peu tempérés en disant peut-être que... Non, le gouvernement australien, lui, va jusqu'à dire il n'y a rien là-dedans et c'est une perte de temps et une perte d'argent d'investir là-dedans. Et ça, tu regardes le dossier, tu as l'impression qu'ils te font... Derrière. Ouais, t'es là, tabarnouche. La seule chose qui est mentionnée là-dedans, qui est intéressante, ils disent, on reconnaît que le gouvernement américain s'intéresse à la question des ovnis, on le comprend, la création du programme ARO, parce que le gouvernement américain étant un gouvernement militaire avec qui est une véritable tête de pont dans le niveau de l'aviation, on comprend qu'ils peuvent être l'objet d'espionnage militaire de d'autres nations. Donc, on comprend qu'ils soient préoccupés par la présence d'aéronefs inconnus au-dessus de leur territoire, puisque si tu as envie d'espionner des militaires pour connaître leurs secrets, tu n'iras pas survoler la Nouvelle-Zélande, tu vas aller voler au-dessus des États-Unis. Donc, ils reconnaissent le bien fondé de l'ARO, en ce sens qu'ils qu'ils investiguent sur des cas qui demeurent non identifiés. Mais pour le gouvernement australien, investir un denier là-dedans, c'est de l'argent jeté à la poubelle. C'est hors de question. Tu sais, ce qui me fait un peu de peine dans ce qu'on fait, Christian, c'est que dès le départ, quand on est parti le Lab Secret, j'aurais aimé ça qu'on parle... Parce que moi, de choses qui existent. J'y crois aux ovnis, pour vrai. En fait, je veux y croire. Oui. Mais il n'y a jamais personne qui m'amène de preuves. À chaque fois qu'on a un sujet, on prend le temps de dire, OK,
OK, on se donne l'exemple de je suis dans une maison qu'on dit hantée, j'entends un bruit et je quitte de l'autre côté. Si j'étais allé vers le bruit, c'était peut-être un oiseau, c'était peut-être juste une branche qui a bougé, je le saurais jamais, mais je pars avec la conviction que j'ai entendu un fantôme. Fait que c'est un peu la même chose quand il arrive avec les ovnis. Depuis que je suis jeune que je veux en voir des ovnis, j'ai fait le lab parce que je voulais en voir des ovnis, mais à chaque fois qu'on commence à en parler, puis tu m'amènes les preuves qui sont tangibles, évidentes, je suis obligé d'en venir à la... J'ai encore envie d'y croire, mais je pense pas qu'on ait été visité. Dans le cas présent ici, j'ai comme l'impression, parce que la question des ovnis, c'est une question très large, c'est une question qui est fascinante. Hein? J'ai quelques cas en tête, par exemple, pour lesquels on n'a pas trouvé d'explication. C'est difficile d'imaginer, ou bien on est en présence d'une fraude, ou on est en présence de quelque chose qu'on n'explique pas. Alors, je pense par exemple à l'affaire Stephen Michalak. Hein? On est en 1967, on est en mai 67, pour les gens qui nous écoutent. Michalak est un Canadien, hein? Il vient de Winnipeg, il est à Falcon Lake, on est pratiquement à la frontière du Manitoba et de l'Ontario. Hein, Falcon Lake est une grande destination, notamment un beau lac pour faire de l'activité estivale. Donc, il se trouve là et sa passion, c'est la prospection minière. Donc, il arrive sur place, on est le 20... En fait, il arrive le 19 mai 1967 et il décide d'aller en forêt pour faire de la prospection. Hein, c'est un parc national qui s'appelle le Parc national de White Shell. Et à un moment donné, sur l'heure du midi, donc là, c'est pas une lumière éloignée, là. Donc sur l'heure du midi, alors qu'il fait de la prospection minière, il entend un bourdonnement, il lève les yeux au ciel, il voit deux objets qui arrivent, deux objets qui au départ lui semblent comme rouge, un peu comme du métal chauffé. Là. Okay. Il voit ces deux objets qui arrivent, qui ont au début, peut-être à cause de l'angle, il a l'impression que c'est des cigares, mais lorsque les objets arrivent à sa hauteur, à sa verticale, il voit que ce sont des objets en forme de disque. Et lorsqu'ils s'immobilisent, ils perdent un peu de cette fameuse couleur rouge luminescente. Et l'un d'entre eux va se poser sur une surface rocheuse à quelques mètres de Stéphane Michalak. Oui, je me rappelle de cette histoire-là. Et l'autre objet va rester en l'air pendant un instant avant de s'éloigner. Donc là, Michalak, on est en plein jour, il est midi, belle journée. Il a cet objet-là à quelques mètres de lui. Il s'est dissimulé un peu derrière un rocher. Il regarde l'objet, il le décrit. Bon, il fait peut-être une dizaine de mètres de diamètre, 4 ou 5 mètres de haut. Il peut voir à travers le dôme de l'objet. Il y a comme un dôme sur l'objet, mais assez curieusement, le dôme est plat. C'est comme un peu vraiment comme un bol, mais vraiment un bol dont le fond est coupé plat. Ah, OK. Et là, il voit autour de ce dôme, il voit des petites ouvertures rectangulaires d'où émane une lumière un peu comme violette ou lilas. Hein? Il voit cette lumière-là. Et sur l'objet, une des faces de l'objet, parce que l'objet est un disque, mais sur une des faces, il voit une espèce de grille qui ressemble un peu à une grille de ventilation. OK. Et là, alors qu'il regarde cet objet-là, il y a une porte qui s'ouvre qui ressemble un peu à l'iris d'une caméra. Et Michalak est un peu surpris. Il s'attend de voir descendre des passagers. Il n'en voit pas. Il ne voit qu'à travers cette ouverture, cette même lumière un peu violette qu'il voit un peu partout sur d'autres ouvertures de l'objet. Et puis, après un certain moment, il sent une odeur comme du caoutchouc brûlé. OK. Jamais Michalak ne pense à des extraterrestres. C'est pas ça qu'il a en tête. On est en 1967. On parle beaucoup de l'homme sur la Lune, hein, on est à 2 ans de l'atterrissage de Neil Armstrong sur la Lune. Donc, on parle beaucoup de ça. Et il se rappelle avoir vu dans des journaux et des magazines différents plans du lemme lunaire et des aéronefs qu'on veut développer, aussi des aéronefs du futur. Hein, bientôt, hein, on ira prendre une tasse de café sur la Lune d'ici 1980. Ça a du sens. Donc, on voyait ça. Il pense que c'est des essais militaires, finalement, il pense à des essais militaires. Et il pense immédiatement aux Américains. Oui. Donc, il s'approche de l'objet et alors qu'il est tout près de l'ouverture de l'objet, il se glisse un peu la tête à l'intérieur, mais il ne voit rien. Il voit à travers une espèce de brume un peu violette, il voit comme des lumières qui semblent clignoter. Et là, il dit en anglais « Hey, Yankee Boy », en pensant que c'était des Américains. Il dit « Hey, Yankee Boy, avez-vous des problèmes? Je peux vous aider? » Pas de réponse. Michalak c'est un immigrant d'Europe de l'Est. Il parle l'ukrainien, il parle également le polonais, il parle un peu le français et un peu l'italien. Donc, il répète la même phrase dans ces différentes langues. Il n'obtient aucune réponse. Et alors là, il se retire un peu.
L'objet est extraordinaire. Hein. Il dit, il n'y a aucune soudure, aucun boulon, il n'y avait absolument rien là-dessus. Et Michalak, comme il faisait de la prospection minière, il avait des espèces de goggles, des lunettes pour se protéger des éclats de pierre. La lumière qui provient de l'intérieur de l'objet est si importante qu'il baisse ses lunettes pour se protéger les yeux. Et ses gants sont des gants en tissu avec des embouts en caoutchouc lorsqu'il fait cette prospection. Il touche l'objet. Et au moment où il touche l'objet, les embouts en caoutchouc de son gant se mettent à fondre, tellement l'objet est chaud. Et à ce moment-là, il fait un pas de recul. La porte se referme, ce fameux iris de caméra se referme. La base de l'objet va pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouais. Et la grille qu'il a vue sur un des côtés, cette grille-là vient se placer juste devant lui. Est-ce que c'est à dessein ou est-ce que c'est accidentel? Mais la grille se place devant lui. Et là, il y a un souffle d'air chaud qui sort de la grille. Fait tomber Michalak. Fait tomber Michalak et met le feu à ses vêtements. Wow! Michalak doit se rouler dans l'herbe pour éteindre le feu. Et là, au moment où il se relève, l'objet a commencé à s'élever dans le ciel. Il va s'éloigner et disparaître au loin. L'affaire Michalak, sans entrer complètement dans les détails, parce qu'on n'aurait pas le temps, on pourrait faire 2-3 émissions sur ça. Oui. Et tu me connais. Oui. D'ailleurs, tu en as fait un épisode. Ouais. Je me rappelle d'avoir fait des effets spéciaux là-dessus. Oui, absolument. Tu avais fait des effets spéciaux. Le gars de la tête dans le vaisseau. Oui. Bon. Et donc, Michalak, son histoire va faire l'objet de 2 enquêtes. Une enquête d'abord par l'armée canadienne et une autre enquête qui sera menée par la Gendarmerie royale du Canada. Et dans les 2 cas, on n'arrivera pas à expliquer ce que Michalak a vu. Et dans le cas présent, ça ne peut pas être un appareil militaire parce que depuis 1967, on n'a pas vu aucun appareil semblable à cet engin-là sortir et apparaître dans l'arsenal militaire. Okay. On l'aurait bien vu à un moment donné, avec les années s'écoulant. On n'a même pas de prototypes qui sont sortis et qui ressemblaient à l'appareil vu par Michalak. Et éventuellement, on connaît les engins qui ont été utilisés dans la conquête de l'espace et rien de ces engins-là ne ressemblait à ce que Michalak a vu. Donc, Michalak, on n'a jamais revu un objet de propriété canadienne ou étrangère ressemblant de près ou de loin à l'objet vu par Michalak. Et il n'y a pas non plus le profil de quelqu'un qui cherchait l'attention. Et éventuellement, Michalak, à cause de ses fameuses brûlures à l'abdomen, il va rentrer le soir même à Winnipeg. C'est son fils qui vient le chercher. Et son fils le trouve dans un tel mauvais état qu'il l'amène immédiatement à l'hôpital. Et lorsqu'il est à l'hôpital, il dit au médecin de garde qu'il a été victime d'un accident, qu'il a été brûlé par un avion. C'est l'expression qu'il utilise. J'ai été brûlé par un avion. On va diagnostiquer qu'il a été irradié. Une irradiation, c'est quand même surprenant, une irradiation dans un parc national. En 67? En 67, c'est quand même surprenant. Wow. Les centrales nucléaires sont moins populaires à cette époque-là. Et Michalak va payer pour se faire soigner. On ne peut pas lui prodiguer les soins nécessaires à Winnipeg. Il devra traverser la frontière et aller se faire soigner à Rochester, aux États-Unis. Et il va payer lui-même de ses propres deniers ses soins médicaux. Il ne fera jamais d'argent avec cette histoire-là. Non, c'est ça. Il va publier à un moment donné un petit booklet gratuit, un 6-7 pages gratuit, broché, qui donne aux journalistes parce qu'il est tanné de répéter toujours la même histoire. Mais il ne fera jamais d'argent avec ça. Il va éviter les caméras, les entrevues, tout le reste. Il évite ça. La seule fois où il va vraiment donner une entrevue, c'est peu de temps avant son décès. On est en 1992 ou 93. Il va accepter, à la demande de ses enfants, de donner une entrevue à l'émission Unsolved Mysteries aux États-Unis. Oui. C'est la seule fois où on voit apparaître Michalak dans une entrevue de ce type-là. Wow. Il n'a jamais fait de sous avec ça. On est placé ici devant, ou bien on est en présence d'un objet vraiment inconnu, on ne sait pas d'où il vient, ou bien c'est une fraude. Il n'y a pas d'entre-deux. Ouais. Michalak n'a pas pu se tromper. C'est pas une météorite, c'est pas un ballon son. S'il met la tête dans la machine. Non, c'est ça. Puis encore là, une fraude qui va irradier vers toi, ça prend des moyens techniques. Donc, si c'est une fraude, on ne comprend pas trop comment la fraude et pourquoi il l'aurait fait, quelles sont les mécaniques derrière. A-t-il été victime d'une fraude réalisée par quelqu'un d'autre? Ça reste un peu mystérieux. Il y a des points faibles également dans l'histoire de Michalak. C'est pas une histoire béton. Là. À moins d'1 kilomètre de l'endroit où Michalak dit avoir eu cette fameuse rencontre, il y avait une tour de guet de gardes forestiers. Et ces gens-là étaient présents, ils étaient 2 dans la tour, et ces 2 gardes-là n'ont vu strictement rien. Pourtant, ils étaient à moins d'1 kilomètre. S'il y avait eu ces machines-là qui ont traversé le ciel, ils les auraient vues du haut de leur perchoir. Et qui plus est, Michalak dit, lorsque ce souffle chaud a enflammé mes vêtements, je me suis roulé dans l'air pour éteindre, mais il y avait un début d'incendie avec de la fumée. Donc, tu comprends que les 2 gardes forestiers auraient certainement vu cette fumée-là. Ils n'ont strictement rien vu. Donc, comment expliquer qu'ils n'ont rien vu? Mais bref, tout ça pour te dire, là où je veux en revenir, c'est qu'il y a des histoires qui sont intéressantes. Mais le problème ici,
c'est que ces histoires-là tombent en fait aux côtés de la plaque, puisque les gens qui veulent vendre de la soucoupe volante n'en ont rien à cirer de ça. Ouais. Ce qu'eux veulent, c'est des David Grosh, c'est des Bob Lazar et compagnie. Ces gens-là font du fric, ils vendent des documentaires à Netflix et ils veulent entretenir cette fascination qu'on a. Et ce qui est assez malheureux, c'est de voir qu'en moins de 2 ans, le Arrow, qui, à mon avis, fait un très, très bon travail, c'est de voir qu'en moins de 2 ans, le Arrow est passé de héros à zéro. Hein, parce que quand le Arrow a été mis en place, moi, je me rappelle très bien, là, en 2022, là, je voyais passer sur des sites d'amateurs d'OVNI des affirmations. Hein, puis il y a quelques ufologues québécois là-dedans, là. Demain sera une nouvelle journée. Demain, c'est le début d'un Arrêtez ère. vos dates, ça arrive jamais. Demain, c'est le début d'un ère nouveau. Hein. Demain, le monde va changer. Il y a même des gens qui m'écrivaient des messages. Christian Page, ton règne achève. Je ne savais pas que tu avais un règne. Christian Page, ton règne achève. Okay. Et l'Arrow allait tout changer. Hein. La création d'un organisme étatique américain pour enquêter sur les ovnis allait changer la face du monde. Moi, je dois t'avouer, Eric, que quand j'ai commencé à m'intéresser aux ovnis au milieu des années 70, la première chose, quand je suis devenu membre de la première association ufologique du Québec, c'était UFO Québec à l'époque, okay. Quand j'ai eu ma carte de membre, la première chose qu'on me dit, c'est « le jour de la révélation approche ». C'était il y a 40 ans, là. Ça, c'était il y a 40 ans. 40-50 ans. Fait que, finalement, bon voyage. Bon, et là, donc, ces gens-là disaient... C'est un ère nouveau qui arrive, le monde va changer. Et là, 2 ans plus tard, parce que le Arrow ne va pas dans le sens de leur croyance, parce que c'est ça la réalité. Tout à fait. Le Arrow ne va pas dans le sens... Ces gens-là ne veulent pas la vérité. Ils ne font pas des démarches pour la vérité. Ils veulent confirmer leur croyance. Et là, comme l'Arrow ne va pas dans ce sens-là, il devient à nouveau l'organisme à diaboliser. Comme il y a certains groupes en France qui diabolisent le GEPAN. Ah, le GEPAN, c'est des pas bons, puis c'est des pas fins. Puis ils nous disent que les extraterrestres n'existent pas. Et on peut s'imaginer qu'en Australie, c'est exactement la même chose, ou en Angleterre, des amateurs d'ovnis disent « Ah, le gouvernement british, c'est pourri. » Ils nous disent que les ovnis existent. Donc, c'est la fuite en avant. Il n'existe qu'une possibilité, c'est qu'il existe une conspiration mondiale et qui perdure depuis des décennies, puisqu'à en croire David Grosh, en fait. Oui, mais tu sais, à en croire David Grosh, on a récupéré une soucoupe en 1930, là, nous autres. Là, tu sais, là, à l'époque, c'était le gouvernement de Mussolini qui a mis la main là-dessus. On n'a pas trouvé de documents des archives italiennes. C'est dans sa tête. Mais Mussolini a tout gardé ça pour lui. Donc, on le voit, ça fait 1 siècle maintenant, si on en croit David Grosh, ça fait 1 siècle qu'on récupère des soucoupes volantes. C'est des centaines de milliers d'individus là, qui auraient été impliqués dans ces programmes-là. C'est rien. Mais ces gens-là, ce sont des histoires qui sont extraordinaires, puis on veut les exploiter au maximum parce qu'il y a des dollars à la clé. Et ça, c'est un peu triste, parce que moi, je me dis souvent, moi, je ne suis pas un croyant. Je suis pas tu l'as déjà été en début de carrière, un peu plus que maintenant. Je ne suis pas un croyant, puis je ne suis pas un sceptique. Moi, je suis un vériteux. J'aime ça me définir comme ça. OK, je vais accepter le terme. Moi, je suis un vériteux. Ouais. Moi, si j'arrive, j'enquête sur quelque chose, puis ça comme Michalak, je l'avoue humblement, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est une histoire étrange. Les poltergeists, t'as pas d'explication pour ça, toi? Puis ça m'agace pas, je vis bien avec ça. Ouais. Moi, je veux dire, c'est correct. Tu as rencontré des gens qui ont vu des poltergeists et tu les crois? Absolument. Oui. Et dans certains cas de poltergeist ont été bien documentés. Et la preuve, pour moi, était suffisante pour donner crédit à leur discours. Mais ces gens-là ne se cachent pas. Tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose, il y a une conspiration. Non, ces gens-là disent, regarde, on a vu un poltergeist, on a filmé, voici les films, ou voici les rapports, les gens qui étaient là. Il y a des éléments. Moi, je suis un vériteux. Si j'arrive pas à trouver, si je trouve une solution, je suis content. Ouais. Si j'en trouve pas une, je suis content aussi. D'ailleurs, tu es la seule personne qui a vécu des choses dans sa vie et qui était capable de trouver une explication par après. Ouais. Retournez voir les vieux épisodes du Lab Secret, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais Christian a vécu 2 affaires dans sa vie. Et malheureusement, je dis malheureusement, j'aurais aimé ça y croire. Les 2 fois, tu as dit, ça, c'est peut-être arrivé à cause de ça. Ouais. Et ça, en fait, c'est pas vrai. La jeune fille qui t'a pris la main, qui t'a pris le bras, ça, t'as toujours pas d'explication à ça. Résume rapidement. Ouais, c'est ça. J'étais dans une soi-disant maison hantée. Ouais. Et puis, on nous disait que lorsqu'il y avait des manifestations de type poltergeist ou de hantise, c'est parce qu'il y avait des poupées dans une pièce et c'était une enfant qui était décédée 1 siècle plus tôt, comme si elle avait adopté ces poupées de l'au-delà. Et quand on bougeait les poupées,
il y avait les manifestations qui se produisaient. Alors, après que c'était dans un musée, donc après que les responsables du musée m'aient laissé les clés pour faire un tournage. Quelle mauvaise idée. Ouais, je m'en vais dans la pièce en question, je secoue les fameuses poupées, et à ce moment-là, le caméraman, Richard Laniel, qui est bien connu au Québec parce qu'il a fait notamment une série très populaire qui s'appelait Un tueur si proche. Oui. Il était le directeur photo sur Un tueur si proche. Donc, Richard Laniel se trouve au grenier, et je lui avais donné mes indications, tu vas prendre des images de telle ou telle façon. Alors, je monte au grenier, et alors que Richard est à prendre des images, je suis dos à lui. Et comme je suis dos à lui, on ne me voit pas à la caméra, mais le son fonctionne. Okay. Et là, on m'entend lancer quelques jurons. Hein? Sapristi de sapélipopette ou de... tu vois? Disons les vrais termes, les enfants. Ah ben, tabarnak! Ah ouais, écoute. Et là, Richard se tourne vers moi, et là, je suis blême, et je me regarde le bras comme ça. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Là, je dis, écoute, Richard, là, j'ai senti une main d'enfant se refermer sur mon avant-bras. Mais je l'ai bien senti, le doigt par doigt, se refermer. Et là, Richard Laniel me voit. C'est un classique. Il me dit c'est une blague. Je dis non, écoute, ça s'est vraiment passé. Et là, n'écoutant que son courage, il me dit oh, décalisse. Mais ça il a volé jusqu'en bas. Et 15 minutes après, tout est emballé dans le camion. Merci, bonsoir. Wow. Mais tout ça pour dire que cette histoire-là, l'histoire de la main, j'aime croire que je me suis motivé à cette manifestation-là. C'est-à-dire que je suis dans une maison hantée. Ouais. Il y a la propriétaire, en fait, la curatrice me dit, quand on bouge les poupées, il y a des manifestations. Je vais dans la pièce, je secoue fait exprès, les poupées. là, pour le faire. Là. Il y a une attente, tu comprends? J'espère, il y a l'attente que quelque chose va se produire. Est-ce que je ne suis pas quelque part conditionné? Et lorsque je me retrouve au grenier, un simple courant d'air léger sur mon bras fait que mon cerveau a donné sens à cette sensation sur le bras en m'imaginant que c'était la main d'une enfant. As-tu encore la vidéo de ça? On a encore sûrement la bande. J'aimerais ça un jour la présenter au Lab Secret, entendre Richard sacré, vous entendre partir en courant. Je décalisse, puis partir. Ça m'amuse beaucoup. Fait que quand j'ai senti... Donc, je n'ai pas d'explication, mais l'aspect rationnel de la chose me dit peut-être que je me suis conditionné à vivre ce type d'expérience-là. Et on le sait, il y a des tests qui ont été menés aux États-Unis, ou en Angleterre notamment, où on amenait des gens sous un faux prétexte. On disait à ces gens-là ces gens-là, c'était des étudiants qui travaillaient en architecture. On les amenait dans une maison qui était soi-disant hantée, qui avait une grande réputation d'hantise. Ces jeunes-là ne le savaient pas, les jeunes étudiants ne le savaient pas. Et lorsqu'on les a amenés dans la maison, on leur a fait croire que c'était essentiellement pour de l'urbanisme, ou de l'urbanisme, de l'architecture. Quel endroit devrait être changé dans la maison? Est-ce qu'il y a un mur qu'on devrait abattre ou non? Et après avoir passé une journée dans la maison, on leur a posé la question, est-ce que certains d'entre vous ont vécu un sentiment particulier? C'était zéro. Et pourtant, cette maison-là avait la réputation d'être hantée. Et on a fait exactement l'exercice inverse. On a pris un autre groupe d'étudiants, également en architecture, en leur faisant croire qu'on allait procéder à un projet d'architecture dans une maison qui elle, n'avait pas la réputation d'être hantée, mais qu'on a fait croire aux étudiants qu'elle avait la réputation d'être hantée. Mais pas en insistant trop. Là. C'est genre, en passant, cette maison-là, au bout de la rue, certains disent qu'il y aurait des fantômes. Mais simplement, cette affirmation-là a fait que plus de 30% des étudiants ont raconté avoir vécu des oppressions, des sentiments, avoir entendu des voix ou avoir senti des touchés. Et pourtant, cette maison-là... Christian Page, pour les gens qui ne l'ont pas vu, tu as fait ça aussi à la télé. Tu as inventé une histoire sur une maison qui avait été rachetée par le gouvernement, qui devait être démolie, qui ne l'a pas été. Tu as inventé une page web que tu as mis en ligne et tu as invité des médiums à venir en disant « Là, allez pas voir ce qui est écrit sur la page web. Là. » Ils sont tous allés, ils ont tous raconté la même histoire. Exactement. Donc, ils racontent cette histoire-là, puis ils jurent qu'ils n'ont pas lu les éléments sur la page web. Et là, ils racontent des détails de l'histoire qui, pourtant, avait été publiée sur le web, mais qui était une histoire tout à fait fictive. Inventée, Absolument. Et là, ils ressentaient des oppressions et tout le reste. Moi, ce que j'aime, c'est quand tu confrontes la dame, la médium, et tu lui dis « Mais vous n'avez plus rien sentir. » Je dis, il ne s'est jamais rien passé. C'est une histoire qu'on a inventée. Et la dame prend une pause, sachant qu'elle a été démasquée. Elle fait «
Non, mais moi, j'ai vraiment senti une présence. Je démarre pas. On n'entrera pas dans tous les détails, mais il y a un des médiums qu'on avait invité ce jour-là qui a envoyé une mise en demeure à la compagnie de production pour interdire la diffusion du reportage. OK. Ça n'a pas fonctionné, évidemment, parce qu'il y avait ce qu'on appelle le release dans le domaine de la télévision qui avait été signé. Donc, on a quand même présenté le reportage. Mais c'est assez amusant parce que, et ce qui était d'autant plus amusant, mais là, on est vraiment, là, ce n'est plus que de la sensation subjective. On est réellement dans l'antichambre de la fraude. Parce qu'on avait quand même, nous, avant, préalablement, d'amener les médiums sur place, on avait fait le tour des antiquaires, des brocanteurs de la région de Montréal. On avait trouvé toutes sortes de trucs, des vieilles bouteilles de bière un peu rondes, les bouteilles de bière des années 70. Oui, les vieilles d'eau chaudes. Les vieilles d'eau chaudes, la 50, la Laurentide. On en avait trouvé quelques-unes. On avait trouvé aussi, j'avais trouvé, ça c'était extraordinaire, une vieille boîte qui contenait une pompe de Ventolin des années 70. OK. Donc, et on avait fait un peu une mise en scène dans la maison. On avait comme dans un placard, on avait placé une vieille bouteille de 50 ou de Laurentide. Sur un comptoir, on avait mis la vieille boîte de Ventolin. Et là, on voit le médium qui rentre. Et on pouvait le suivre, la caméra pouvait le suivre, suit du regard. Il regarde la boîte de Ventolin, puis là, de coup, il se met à faire... Je sens que des gens qui vivaient ici avaient des problèmes de respiration. Ben oui, ils viennent de spotter la boîte de Ventolin. Il ouvre la penderie. On suit le regard, bouteille de 50. Il y a beaucoup de violence ici dans cette maison, due à l'alcool probablement. Facepalm. Écoute, c'est un numéro, là. C'était fabuleux. C'est extraordinaire. Gardons-en un peu pour le prochain épisode. Écoute, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu qu'on vient de faire 1h15, chose qu'on ne fait jamais. Merci pour cela, mon cher Christian. Ça fait plaisir. Merci à vous d'avoir été là. Désolé encore pour la page Facebook. On est encore en étude. On tente de réparer le problème, mais on se prépare à vous offrir autre chose bientôt. Passez une belle semaine. Merci, M. Page. Merci. Salut.